Mais d'abord, le plan de trading de Smart Bourse avec un enjeu important. Que peut-il se passer désormais après 7 semaines de reprise consécutive pour les indices actions et notamment les indices actions en Europe qui ont surperformé sur cette séquence, la partie américaine. Alexandre Baradez est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour. Chef analyste chez IG. Effectivement, profitons déjà quand même de cette 7 semaines de rebond pour faire un état des lieux, analyser un petit peu la situation. Oui. C'est un rebond d'automne quand même qu'on n'espérait pas peut-être aussi intense et vigoureux. Il a été vigoureux et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça touche effectivement des valeurs plutôt value, cycliques. Les valeurs de croissance qu'on voit dans le Nasdaq sont plus basses par rapport au niveau ancien touché, alors que des indices on va dire plus traditionnels, le DAX typiquement, Dow Jones aussi, ont connu un beau rallye. Et c'est un rallye qui s'est fait aussi avec un rebond des marchés actions, presque le même timing, parce qu'on a senti effectivement qu'il y a eu l'avant-congrès et l'après-congrès, avec différents propos, différentes rumeurs parfois, mais une volonté en tout cas de laisser le politique un peu de côté, d'aller un peu plus sur la thématique économique. Et ça a bien plu aux indices européens et aux indices américains aussi, et qui ont joué déjà, qui avaient joué un petit peu en amont, l'idée qu'on commençait à aller sur le pic inflation, en tout cas aux États-Unis, ce qui a été confirmé donc très probablement sur les dernières publications. Ça a été aussi accompagné par certains discours de banquiers centraux, certes des colombes, mais qui avaient aidé comme le rallye à se faire, en expliquant qu'il ne fallait pas durcir de manière excessive la politique monétaire. Et ça a donné ce qu'on a eu là, plus l'énergie qui a pas mal baissé, le pétrole et autres, avant les mouvements de la fin de semaine dernière déjà. On avait déjà des mouvements pas mal de détente. Donc ça nous a amené effectivement sur un rebond qui, selon moi, s'est fait quand même sur une bonne partie d'intégration de la question du pic inflation. Et désormais, vu que l'on parle d'indices notamment assez sensibles à la question de la macro mondiale, je pense que ce à quoi on va assister dans les semaines qui viennent, c'est un peu de vent contraire de cette réalité macro, justement. On a vu des indices américains, par exemple, la semaine dernière, des indices d'activité continuent à ralentir. Philly Fed Index, par exemple, qui baisse toujours. On sait que les PMI au niveau mondial sont contractés, le PMI composite, c'est contracté. Donc, il me semble que la fonction d'anticipation de marché a été bien jouée par les investisseurs et désormais, la réalité macro devrait s'imposer un peu plus au marché, mais sans pour autant qu'ils se disent mince, le pic inflation n'est pas encore atteint ou autre. C'est plutôt une thématique. Ça mérite un petit réajustement, mais pas une remise en cause complète de ces 7 semaines de rallye et du sens qu'on donne à ce rallye. Oui, je ne crois pas une rechute. On le disait déjà ensemble il y a quelques temps. Je pense que le bottom a été fait, le creux a été fait sur le CAC, sur le DAX, sur les gros indices européens, ça a été réalisé. Désormais, c'est le verre à moitié vide qui va être la macro, que le marché va devoir digérer, et le verre à moitié plein dont on a vu les effets, le verre à moitié plein, c'est les anticipations sur l'inflation qui va se tasser, et puis les chiffres connus ce matin sur l'Allemagne vont être dans ce sens-là, parce que les prix à la production qui chutent aussi fortement d'un mois à l'autre, il y a un rythme annuel, on est presque sur du 10% de ralentissement, rythme annuel aussi, ce qui est assez on passe de 40 plus à 35 en rythme annuel, c'est ça. Et c'est une baisse de plus de 4% sur un mois pour les prix à la production en Allemagne, alors qu'ils sont toujours en amont, effectivement, qui sont des prix à la production en l'occurrence, mais qui se traduiront à un moment dans les prix à la consommation, c'est ce qu'on comprend. Forcément, c'est comme ce qu'on voit sur la Chine, avec déjà cet tassement des prix à la production qui ensuite est passé négatif il y a quelques semaines. C'est en amont, donc forcément en aval, ça va se traduire à un moment donné, et ça va aussi ressortir, important dans les chiffres d'inflation en Europe, parce qu'on sait que la sensibilité à l'énergie en Europe est énorme, et là ce qu'on voit dans ces chiffres-là allemands, c'est que c'est justement le prix du gaz et du pétrole ajusté à la baisse qui influence à la baisse. Donc pour l'inflation européenne, c'est certain que ça aura un impact très probablement dans les prochaines publications. Regardons alors, comme vous le disiez Alexandre, les indices traditionnels, le DAX en Europe, avec une lecture hebdomadaire que vous nous proposez sous forme de graphique. Alexandre, quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce graphique? Alors c'est vrai qu'à vue d'œil, il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai voulu dégrossir. Il y a d'abord le canal violet qu'on voit, donc ça c'est le train de tendance selon moi qu'on va garder. C'est-à-dire que on est sorti par le bas de manière un peu excessive, on a réintégré ce canal de manière très très dynamique, et là on est même un peu au-dessus de la moitié de la hauteur de ce canal. Donc c'est un peu haut à court terme. L'idée donc non pas de retomber sur le bas du canal qui semblerait complètement excessif vu les améliorations que nous avons, mais on voit qu'on arrive aussi à une confluence d'éléments un peu techniques. Il y a des retracements techniques, 23,6% par exemple. C'est un niveau, le marché tape dessus. Il y a une ancienne oblique qui part par les creux de 2011 et 2015, 2016, on tape ce niveau-là. Il y a un peu de densité à cet endroit-là, et surtout on se rapproche un peu, si on regarde très proche de nous, les récents sommets en fait de 2022, les sommets intermédiaires avant la grosse rechute, on se rapproche un peu de ces points hauts intermédiaires. Donc il y a un petit hub technique un peu concentré, ce qu'on a décrit dans la partie précédente sur le fait que la macro puisse jouer un peu des vents contraires. Je pense que ça devrait emmener le DAX à retomber un peu sur l'oblique jaune qui est juste en dessous qui passe vers les 14 000, 13 900 points. Voilà, je pense qu'on peut retoucher un peu ces niveaux-là, même repasser un peu sous les 14 000, mais vraiment sous forme d'un peu de distribution, de consolidation. Voilà. Il me semble qu'une grosse partie du rallye de fin d'année a déjà été vue en fait. Et je vois pas le truc repartir aussi vite que ça, donc il me semble que distribuer un peu, mais il faut faire attention quand même dans ce qu'on
qu'on dit, parce que je pense qu'il y a aussi des asset managers qui, avec du cash, qui ont toujours, qui ne sont peut-être pas rentrés dans la première phase accélérante et qui se disent je ne vais pas rater la deuxième. Et donc c'est ça qui fait que ça peut limiter du coup un peu les respirations qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que je suis assez prudent sur les phases retraçantes. Je pense que il y a peut-être une forme de positionnement encore un peu excessivement prudent chez des grands investisseurs ou des investisseurs longs d'une certaine manière, qui seraient peut-être tentés de prendre le train en marche. Et donc soit ils ont des creux sous 14 000 et là ils vont commencer à rentrer, soit ça ne fait que distribuer très très latéralement sur les niveaux actuels et dès que ça va commencer à accélérer, il se peut qu'ils se repositionnent. Donc moi pour l'instant une nouvelle accélération, je vous dis par rapport à l'aspect macro, je pense qu'il ne faut pas le minorer non plus, l'aspect macro. Il y a une partie quand même du ralentissement qui est devant nous, donc ça va quand même un peu influencer les indices, mais voilà, un petit retracement sur les 14 000 me paraîtrait plutôt sain après le gros rallye. Non, mais l'idée qu'effectivement, à un peu plus d'un mois de la fin de cette année, on a peut-être, probablement en tout cas, vu les gros points bas de ce bear market. Oui, ça je pense clairement, et puis même le rebond de l'euro-dollar. On disait que les deux allaient rebondir de concert. Un rebond de l'euro serait risk on pour la partie européenne, c'est bien ce qu'on a vu, et l'euro, on en reparlera tout à l'heure, qui est monté assez haut aussi. Si on zoome sur le DAX avec alors une lecture horaire que vous nous proposez, donc là on est vraiment dans une logique un peu plus court-termiste. Mais on retrouve la fameuse oblique, qu'est-ce qu'on retient l'oblique qui bloquait, on voit bien c'est très propre, ça s'arrête dessus à deux reprises. Moi je pense que si le DAX commence à accélérer à 14 500, 14 600 au-dessus de l'oblique, je méfierais un peu des bull traps, c'est-à-dire d'un marché qui partirait pas tout de suite pour un vrai momentum. Donc je resterai prudent sur les phases accélérantes à court terme, même si je pense que le creux long terme a été fait. Mais voilà, je trouverais plutôt simple, plutôt légitime d'aller chercher l'ancien sommet, on en parlait tout à l'heure, août, retomber vers 13 008, 13 009 me paraîtrait le scénario à privilégier dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut dire c'est le Dow Jones qui est l'autre indice, alors traditionnel qu'on redécouvre d'une certaine manière. Enfin, les boursiers connaissent le Dow Jones forcément, mais c'est vrai que les investisseurs professionnels ont oublié le Dow Jones depuis longtemps. Ils sont focalisés sur le Nasdaq, le S&P 500, qui sont des indices un peu plus larges, on va dire, pour la partie américaine. Mais c'est quand même le Dow Jones qui est le grand gagnant de cette séquence de rallye. On sait très bien qu'il n'est pas pondéré de la même manière, on sait tout ça. Et pour autant, il est toujours perçu comme un indice très proche du DAX, en fait, dans sa composition, des valeurs tradies. Il y a de l'aéronautique, il y a de l'industrie, il y a un peu de tech aussi, mais c'est beaucoup plus dilué que dans la partie de Nasdaq, évidemment. Et donc, il y a eu ce même rallye très, très dynamique, très vertical. Et alors là, on retrouve cette oblique sommet de 2018, sommet de 2020 qu'on relie, on voit des points de contact réguliers ensuite. On est revenu très vite au-dessus de ce niveau-là. Et je pense qu'il faut le digérer. Il faut le digérer parce que, encore une fois, tout ce qu'on a décrit dans la partie précédente, ça s'applique aussi au Dow Jones. Et puis on voit là depuis 48 heures, jeudi, vendredi, des speakers de la Fed, dont une qui est colombe, qui s'appelle Suzanne Collins. C'est pas la plus populaire, c'est pas forcément celle que les marchés écoutent le plus, mais qui est une colombe, une vraie colombe. Et elle dit 75 points de base pour décembre, on l'a pas enlevé de la table. Alors évidemment, on n'y croit pas beaucoup, mais elle le dit. Et elle le dit au moment où d'autres, en Europe aussi, comme Lagarde, qui est là aussi plutôt centriste dans sa position, a eu des propos assez durs vendredi, là, indiquant que même une récession... Les hausses de taux, la récession ne suffira pas à ramener l'inflation à 2%, la politique monétaire doit continuer d'agir. Et si on ramène ça côté US, ça veut dire que les conditions financières ont été un peu assouplies après les chiffres d'inflation, et on a bien senti que ça mettait un peu mal à l'aise certains membres de la Fed, justement parce que ces rallyes, ça veut dire assouplissement des conditions financières, la vol est moins forte, la vol obligataire aussi est moins forte. Donc cette volatilité qui décroît, je pense que la Fed ne veut pas l'avoir tout de suite. Elle aime bien ça parce qu'effectivement, ça évite au marché de paniquer, c'est faux pas, mais ça passe très vite d'un extrême à l'autre en fait. Et ça, c'est un peu trop rapide selon moi. C'est intéressant. Ce serait le risque de voir le rallye se poursuivre depuis les niveaux qui ont déjà été atteints. Ce serait un risque d'avoir une politique monétaire qui resterait plus dure que ce qu'on espère ou que ce qu'on imagine, à compter d'ailleurs de la réunion du mois de décembre. L'idée, je pense, dans la Fed, c'est de taper fort très vite pour avoir ensuite une inflexion d'inflation qui soit assez dynamique et donc que les marchés suivent un peu ça quand même dans le rythme. Si tout de suite vous avez un ton qui redevient trop souple pour les marchés, trop dangereux. Et d'ailleurs, on voit, regardez le taux 10 ans américain très rapidement, il était à 4,60, le taux 2 ans, pardon, avant le chiffre d'inflation américain, il est tombé à 4,30. Là où on se parle, on a 4,53. Ça a quasiment effacé 3/4 de la détente des taux, qui serait légitime que les indices, ils ont déjà bien consolidé depuis une semaine, c'est très latéral depuis une semaine, mais je pense qu'il y a un peu de chemin pour que ça se latéralise encore un petit peu. Et donc j'aurais bien le dos évoluer entre l'oblique rouge qui est là, et il y a un Fibo 23,6, où on avait un petit peu hésité. Je pense qu'il y a un terrain de jeu en gros entre 32 500 et les niveaux actuels, pour qu'on les revisite un peu, qu'on latéralise un peu là-dedans. Mais pas beaucoup plus que ça. Voilà, une petite latéralisation pendant quelques jours, quelques semaines. Bon, on peut regarder la vision un peu plus court terme encore du Dow Jones. On
voit ici une ancienne oblique à court terme, là, mai-juin, et le fameux FIBO 23,6. Voilà, cet espace entre les deux obliques rouges, je pense qu'il peut être revisité. On l'a déjà revisité il y a quelques jours, ça n'avait pas bien pris. Mais moi, je méfie des rallyes trop rapides. Donc, je craindrais le bull trap. En revanche, un passage là-dessous correspondrait bien à la narrative, à ce qu'on entend des banquiers centraux. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils commencent à reparler un peu plus dur au moment où le VIX, il faut regarder l'évolution, c'est des creux de plus en plus haut, comme ça, depuis plusieurs trimestres. Eh bien, c'est au moment où on tape un peu cette oblique qui passe par les creux que le discours des banquiers centraux redevient un peu plus... On voit que les taux se redressent à ce moment-là, on voit que le dollar reprend quelques couleurs. Donc, il y aurait un peu de légitimité à voir les marchés actions souffler un peu plus fortement. Oui, et puis on en parlera avec Thomas Kosterg dans un instant, mais on a encore des indicateurs. Alors, il y a du pessimisme dans les enquêtes, hein. Vous l'avez dit, les enquêtes américaines, les enquêtes PMI, il y a du pessimisme, d'ailleurs parfois très important, hein, dans les enquêtes de climat, des affaires en général. En revanche, dans les chiffres durs qui sont publiés, qui sont un peu backward-looking, on a des révisions à la hausse, on a vu des ventes au détail qui tiennent bien, des chiffres de l'emploi, alors même si on peut noter peut-être un début de refroidissement, on voit quand même un marché du travail américain qui tourne toujours à plein régime, et des perspectives de croissance pour le 4e trimestre. On a des indicateurs instantanés qui montrent qu'on est parti encore pour un trimestre de croissance après un 3e trimestre qui a été un 3e trimestre de rebond déjà pour l'économie américaine. Et donc on arrive pour l'instant à ce scénario du soft landing, hein, c'est-à-dire que ça tient. Et c'est un truc, moi je pense, on en a parlé ensemble à plusieurs reprises, je pense qu'on le verra. Il est tout à fait possible que la Fed parvienne à faire atteindre l'économie. Alors ça peut être un peu chahuté quand même, mais qu'on évite le bain de sang de la crise subprime ou les tensions excessives ou autres. Et c'est pour ça que je suis très prudent sur la phase de retracement, parce qu'effectivement je pense que pour l'instant c'est très bien piloté. Alors après, la Fed on a du mal à y croire parce que l'histoire nous apprend que le soft landing est plus une chimère qu'autre chose d'une certaine manière. Mais si on pose au crash des subprimes, entre les deux, il peut y avoir un terrain, effectivement. Moi, je pense que c'est ce terrain-là qu'on aura. C'est pas effectivement un truc tout rose non plus. Mais la Fed Atlanta, effectivement, bon, là, les prévisions à 4,4, c'était les dernières, un peu à 4,2. Je pense quand même que ça va repartir un peu à la baisse. L'activité, il montre quand même que le ralentissement est en cours. Mais sur l'immobilier, par exemple, avec des taux à 7 et quelques, il y a la latence aussi là-dedans. Mais on retrouve en fait là, on est même passé un petit peu sous la ligne de tendance, par exemple, des mises en chantier, des permis de construire. On est passé un petit peu sous la tendance des 5-6 dernières années. Mais c'est pas un décrochage non plus. C'est-à-dire que la Fed veut que ça passe en dessous. Elle voudra pas qu'il y ait des écarts types délirants à la baisse non plus. Donc c'est là qu'on sent que et on est déjà rentré à cette phase-là, hein, où on voit qu'en haut de la Fed, octobre des phrases un peu plus souples, là novembre des phrases un peu plus dures. Ça alterne comme ça, et je pense qu'on aura encore ça dans les semaines à venir. Donc c'est du pilotage. Une forme de fine-tuning, oui, c'est ça, le réglage fin, final de la politique monétaire américaine entre l'utilisation de l'arme verbale, d'une certaine manière, et puis la politique de taux qui va continuer à se durcir encore un peu, mais peut-être pas de manière aussi excessive que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques temps. Des 7%, personne n'y croit, et les 5%, ça ressemble vraiment à un plafond. Hein. Quand on voit déjà le 4e mois de repli des prix, enfin de tassement de l'inflation, surtout avec une belle marge comme ça, et puis d'autres indicateurs, le pétrole qui baisse encore ou autre, on n'imagine pas que l'inflation puisse repartir d'un coup comme ça. Donc à mon avis, oui, le 7% c'est une lubie, 5% ça paraît plus normal comme zone. Un mot pour finir de l'euro-dollar, et même du dollar en particulier, qui a été avec la remontée des taux, le krach obligataire, une des grandes tendances de 2022. Est-ce que là aussi, la tendance à la hausse du dollar est en train de s'épuiser? Est-ce qu'on est proche d'un mouvement de retournement peut-être même du dollar? On a déjà eu la première phase du retournement qui est celle-ci. Dans la semaine, on en parlait, on était vers la parité, on disait voilà, sur des chiffres d'inflation un peu meilleurs ou autres, on risque d'aller taper cette zone de 1,04, 1,05, c'est un pullback en fait. Le pullback, on l'a eu plus vite que ce que je pensais, hein, donc je n'étais pas aussi optimiste que ça, et on l'a eu aussi vite. Donc tant mieux, c'est parfait, le premier bout de chemin a été réalisé, mais je pense que la question après, c'est la question de combien de temps on reste en taux élevé en fait. Et ça, on n'imagine pas une seconde maintenant. Déjà, les taux sont pas arrivés au taux neutre encore. Et puis après, on va y rester quelques temps. Ce n'est pas un scénario pour que l'euro remonte à 1,10 ou 1,15 tout de suite. Ça, c'est plutôt le scénario pour que le 0,95 soit une zone forte, comme le dollar index qui touche un pic, et qu'on oscille après dans une zone entre 0,95 et 1,05 par exemple. Je ne suis pas sûr qu'on retombe aussi bas que la parité à 0,95, mais il me semble qu'un espace entre la parité et cette zone de résistance, qui est une vraie zone, vous voyez, c'est les anciens supports 2014-2015, je pense que ce qui correspondrait bien à la consolidation des indices sera un euro-dollar qui évoluerait aussi là-dedans, avec un dollar qui prendrait quelques couleurs, ce qu'on voit déjà depuis quelques jours, et des taux US qu'on voit aussi qui remontent un petit peu. Donc voilà, un peu de consolidation entre la parité et 1,05 pendant quelques temps, mais je serais plutôt quand même à attendre le prochain signal de 1,05 pour ensuite viser l'oblique, vous voyez, au-delà de 1,10, mais en acceptant l'idée que là, on puisse à nouveau latéraliser quelques temps d'abord. Bon, phase de digestion peut-être nécessaire, effectivement, vous l'avez dit, pour les indices et pour les grandes classes d'actifs qu'on suit avec vous chaque semaine. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG avec nous pour le plan de trading de Smart Bourse.